Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de l'histoire sanglante de la bête du Gévaudan. Un mystérieux monstre intouchable frappe le Gévaudan par des crimes affreux. Toutes les semaines apportent leur lot de cadavres démembrés et parfois même décapités depuis l'été 1764. Pour le bien de son image et d'une affaire sinistre qui n'a que trop duré, le roi Louis XV fait appel à son propre arquebusier. Monsieur Antoine, de son nom, arrive en Gévaudan vers le cours du mois de juin 1765. Il tue la bête en septembre de la même année, la bête empaillée est montrée au roi, et Monsieur Antoine devient le sauveur du Gévaudan. Post-scriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. Après la traque de la bête, la venue de Monsieur Antoine avait ravivé le pays de son mode de vie versaillais. La noblesse du Gévaudan, qui se mortifiait littéralement dans ses sombres châteaux, renouait avec ses privilèges de chasse. Je rappelle que la chasse est un privilège de la noblesse qui nous vient des mœurs féodales multiséculaires. Monsieur Antoine se lie donc d'amitié avec les propriétaires terriens du Gévaudan, et la traque de la bête, qui n'a plus de raison d'exister d'ailleurs, se transforme en une expédition de découverte et de villégiature. On chasse le loup, mais pas que, des biches, des cerfs, des lapins. Bref, on mène grand train dans le fin fond du Gévaudan. Cependant, François-Antoine ne peut demeurer indéfiniment, et il part donc avec tous ses assistants le 3 novembre. Le mois de novembre s'écoule sans difficulté majeure, on n'entend plus reparler de la bête, et on ne mentionne même plus ses méfaits. Jusqu'au jour où quelques attaques font écho au drame de l'année précédente. On ne pense pourtant pas à la bête, elle a déjà été tuée, mais la récurrence de ces faits laisse présager un retour de la bête. Une autre bête en Gévaudan? Peut-être Monsieur Antoine n'avait-il pas tué la véritable bête? Justement, parlons-en de cette bête qui a abattu le porte-arquebuse du roi. C'est un loup de 130 livres, à peu près plus de 60 de nos kilos, dont la hauteur du corps est de 90 centimètres et sa longueur 1,80 m. Ce sont des dimensions assez ordinaires finalement que nous avons là pour un loup. Toutes ces mesures sont dans la moyenne. On soupçonne donc Monsieur Antoine d'avoir maquillé ce loup pour que son allure corresponde mieux à la description diabolique qu'on se fait de la bête. Et peut-être est-il bien possible qu'Antoine n'ait pas tué la bête, ou a-t-il tué une bête? Toujours est-il qu'un silence radio s'installe durant plus d'un mois de la part de la bête, ou des bêtes. Je mets l'accent sur le pluriel, car à la fin de l'année, les massacres reprennent de plus belle. Les habitants ont beau crier à la duperie de Monsieur Antoine, les autorités ne peuvent rien. Versailles a eu sa bête, et ne veut plus en entendre parler. Abandonné à son triste sort, le Gévaudan n'aura de cesse d'organiser des battues vaines et sans espoir.
Les sorcières et l'écho de leur chant. C'était un deuxième extrait de l'opéra Didon et Aîné d'Henri Purcell, sous la direction de William Christie et les Arts Florissants. Vous écoutez l'émission Post-Scriptum avec Éloi Sainteau. Justement des sorcières, parlons-en. Sautons un peu les mois, voulez-vous. Vous l'aurez compris, l'année 1766 apporte son lot de cadavres, une liste longue qui ne semble jamais s'arrêter. Au fil du temps, une idée se fraye un chemin parmi les esprits malmenés et tourmentés du Gévaudan. Certains présument donc que la bête viendrait de la Bessères-Saint-Marie. La Bessères est un tout petit village du haut du Gévaudan, couronnant une colline et qui semble dominer les vallées. C'est de ce village dont le chuchotement des commérages présente l'image d'un simple hameau en apparence, mais qu'il n'y faudrait pas rester seul la nuit dans les environs. On prétend l'utilisation de la sorcellerie par les habitants de ce patelin, et même que tous pratiqueraient la magie noire. On échange alors des rumeurs de loups-garous mettant en scène des sorciers, les résidents de ce bourg. Sous ces ragots fomentés et romancés, un nom semble ressortir du lot et révèle une famille d'habitants de la Bessères-Saint-Marie, pas très recommandable, dira-t-on. Les Chastel, donc, cette famille d'habitants de la Bessères, revient souvent dans le centre des conversations. Le père Jean Chastel est aussi connu dans ces endroits sous le surnom de Delamasca, qui signifie en occitan « fils de la sorcière ». En ces temps-là, il a 56 ans. Il sait pourtant lire, ce qui est très rare pour la région et pour l'époque, et il signe d'ailleurs régulièrement les registres paroissiaux du village. Il est donc laboureur comme la majorité des paysans, mais il est aussi brassier. Étant un très bon chasseur et braconnier à l'occasion, il est connu pour élever des meutes de chiens de chasse, et même de loups. Cependant, l'image de cette famille est indiscutablement ternie par le frère de Jean Chastel. Un condamné à mort en cavale, il aurait tué son neveu Joseph Pascal. Bon, revenons sur les faits. Le 16 mai 1767, une petite fille de 12 ans, Marie Danty, est dévorée par la bête. Jean Chastel signera lui-même l'acte de décès. De plus, il connaissait bien la victime. On dit d'ailleurs qu'il fut fort troublé de la voir ainsi dévorée. C'est alors que peu de temps après, Jean Chastel a fait un pèlerinage en Margerie, non loin de là, pour faire bénir 3 balles d'argent pour vaincre la bête. Je rappelle pour l'anecdote que dans la légende, les balles en argent seraient les seules balles qui puissent tuer un loup-garou. Cet acte donc laisse comme qui dirait planer l'ombre d'un doute. Après nombre de chasses à la bête dont Chastel s'était porté volontaire, la bête est aperçue dans les environs des paroisses de Nozérolles le 17 juin. Le 18, une chasse est donc organisée au mont Mouchet dans le bois de la Thénazère. En volontaire déterminé, Jean Chastel marche d'un bon pas. Le 19 juin, la chasse continue. Jean Chastel commence à s'éloigner du groupe de chasseurs marchant dans la forêt, quand, soudain, dans une clairière, Jean Chastel aperçoit la bête. Elle ne bouge pas. Lui non plus. Il regarde la bête et elle le regarde. Il charge son arme, sans quitter des yeux l'animal. Il est tout proche. Il tire, il la blesse à l'épaule, la bête tombe. Les chiens de chasse attirés par le coup de fusil ne tardent pas à rejoindre la clairière et finir de tuer la bête. Une fois hors d'état de nuire, elle est chargée sur un cheval puis elle va être autopsiée. Une récompense est accordée à Jean Chastel, il perçoit alors 72 livres, une somme assez modeste finalement pour la chose. Après être autopsiée par le grand naturaliste Buffon, la bête ne fait plus aucune apparition. Plus jamais on entendra parler de la bête. Jean Chastel serait donc enfin parvenu à tuer la bête, à réussir là où tous les autres ont échoué. Mais vous avouerez tout de même que les conditions dans lesquelles furent tuées la bête laissent planer le doute. Jean Chastel connaissait-il la bête pour ne pas manquer autant sa cible? L'aurait-il élevée pour créer une bête à tuer? Une foule d'hypothèses agite encore aujourd'hui les esprits. C'était l'incroyable et tragique histoire de la bête du Gévaudan. C'était Post-Scriptum avec Éloi Sainteau. C'est la fin de la première saison de Post-Scriptum. Rendez-vous dans 2 semaines pour de nouveaux épisodes inédits. De très bonnes vacances.